Bonjour à tous, bienvenue. Beaucoup d'interrogations dans la tête de nombreux Béninois après le verdict de la Criette le 18 octobre dernier. 20 ans de prison et 5 millions d'amende pour Sébastien Germain Adiavon et ses co-accusés. Des interrogations dont une partie des réponses se trouve dans l'opposition. L'opposition encore libre, l'opposition encore liberté si vous préférez. Nous recevons aujourd'hui le député Guy Mitokwe du parti Restaurer l'Espoir, parti de Candide Azanaï. Que devient ce dernier? Qu'en est-il de sa réconciliation annoncée avec Boni Yahi? Des sujets que nous allons donc aborder aujourd'hui avec notre invité, honorable Guy Mitokwe. Bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. Eh bien, pour certains, ce qui arrive à Sébastien Germain Adiavon n'est pas seulement personnel, c'est également un coup à l'opposition actuelle. Merci infiniment, monsieur le journaliste. Je voudrais, une fois de plus, vous saluer et vous remercier pour cette invitation que vous m'aviez adressée. Je voudrais aussi saluer vos auditeurs et auditrices, saluer le peuple béninois. C'est vrai que le jeudi dernier, nous avons assisté à une parodie de justice, c'est-à-dire, une fois de plus, la criette vient de frapper. Et vous posez la question de savoir si c'est un coup uniquement à Sébastien Adiavon ou à toute l'opposition. Donc je crois quand même que, tout comme moi, le peuple béninois comprend ce que nous avions dit il y a un certain moment et ce que nous continuons de dire. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas étonnant. C'est que la criette a été créée pour ça. La criette a été créée pour réprimer. Et le nom le dit. Lorsque vous prenez la criette, dans sa définition, vous entendez coup de répression, des infractions économiques et contre le terrorisme. Mais je pense qu'il y a eu une omission. Il devait préciser que c'est une coup de répression politique. Il pouvait s'abstenir. On vous dit que la criette avant Sébastien Germain Adiavon a jugé au moins une vingtaine de délinquants. Non, vous savez, ce sont des alibis. Ce sont des alibis parce que la criette a été créée pour un but bien précis. Et la raison pour laquelle la criette a été mise sur pied, la criette est en train de fonctionner dans ce sens. Donc il n'y a véritablement rien d'étonnant. Mais avant de s'intéresser à la création de la criette, il faut d'abord voir la loi qui avait été introduite au Parlement et qui a procédé à la destruction du Conseil supérieur de la magistrature. Parce que il y a un lien, parce que la destruction du Conseil supérieur de la magistrature avait un but. C'est qu'il fallait fragiliser un autre corps de contre-pouvoir, une autre institution qui était à même de jouer son rôle et qui était à même de garantir encore les fondations de la République qui résistaient. Donc ce Conseil supérieur de la magistrature a été complètement disséqué. Et vous avez un certain nombre de personnes aujourd'hui qui sont impliquées dans la gestion du Conseil supérieur de la magistrature qui ne facilitent pas les choses. Donc, une fois qu'on a procédé à la destruction du Conseil supérieur de la magistrature, les Béninois doivent pouvoir comprendre que c'est une institution. C'est un peu comme si on procédait à la destruction du Parlement. Et là, j'en viendrai. C'est pas des faits isolés. Ce sont des faits qui se complètent. C'est une stratégie bien huilée, bien pensée. Et aujourd'hui, nous sommes à la phase de déroulement de la stratégie. Donc, la criette, aujourd'hui, a été mise sur pied afin qu'il puisse avoir des répressions, mais surtout des répressions politiques. Parce que les pouvoirs conférés au procureur spécial de la criette lui donnent des pouvoirs extraordinaires. C'est-à-dire les tests lui donnent des pouvoirs extraordinaires. Et ce procureur spécial aujourd'hui se donne la latitude d'aller trier ou d'aller choisir les dossiers dans les cours et tribunaux. Et qu'il défait à sa cour spéciale. Ça également, c'est écrit dans la criette. C'est la criette, tout moins la loi sur la criette qui lui donne cette prérogative. La criette qui est passée par l'Assemblée nationale, Guy Mitokwe, la criette qui est passée par l'Assemblée nationale, vous qui êtes de la minorité, on ne vous a pas vu non plus vous élever outre mesure contre cette cour. Et on a l'impression que vous n'avez rien vu venir, vous non plus. Effectivement, l'existence juridique de la criette est prouvée, parce que avant que la criette ne puisse être mise sur pied, il y a une loi qui est passée au Parlement qui justifie la création de la criette.
quand vous le dites ainsi, vous ne dites pas faux, parce que la création de la criette a été validée par le Parlement. Mais retournons aux archives du Parlement. Quand je parle d'archives, c'est récent ce que je dis. Lorsque la plénière a décidé de voter cette loi, je me suis moi-même exprimé. J'ai dit mes doutes. J'ai dit mon mécontentement et j'ai dit mon refus. Je fais partie des députés qui ont voté non lorsque le vote a été émis au Parlement. Je n'ai pas voté en faveur de la création de cette cour. Comme tous les députés de la minorité, mais est-ce qu'aujourd'hui, à la mise en application de cette loi-là, vous n'avez pas raté quelque chose? Tout au moins, outre, n'est-ce pas, la prise de parole en plénière, la communication pour dénoncer donc ce que vous avez le privilège de voir venir plus tôt. Non, nous avons tout le temps, nous avons 1h30 au cours de cet entretien. J'aurai le temps de rentrer dans les détails. Je disais tout à l'heure que c'est une stratégie bien huilée. Et que lorsque vous êtes député aujourd'hui de la minorité parlementaire, que vous vous exprimez au sein du Parlement, ce n'est pas encore arrivé qu'on ne puisse pas passer. Encore que là, c'est trié, parce que même les télévisions qu'ils font, la plupart des télévisions ne montrent pas l'intégralité. Il y a certaines chaînes de télévision qui continuent à montrer l'intégralité du débat parlementaire. Et vous non plus, vous n'arrivez pas à vous adapter à la situation au contexte. Je m'explique. Mais dès que vous sortez de la plénière et que vous faites une communication, une conférence de presse et tout le reste, la plupart du temps, ce n'est pas diffusé. Ce n'est pas diffusé sur les radios, ce n'est pas diffusé sur les télévisions. Et dernièrement, vous avez constaté avec moi-même que des dispositions avaient été prises afin que même la communication sur les réseaux sociaux puisse être une communication confisquée. Il a fallu que le peuple comme une seule personne se lève pour dire non, vous pouvez confisquer les canaux officiels ou les canaux conventionnels de communication, les télévisions, les radios et tout le reste, mais vous ne pouvez pas empêcher au peuple de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Donc c'est une stratégie bien huilée, bien peaufinée, qui se déroule aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de réponse en face. Donc, il y a des réponses. La belle preuve, je suis dans vos studios. C'est pour expliquer à ce valeureux peuple ce qui se déroule. C'est pour expliquer à ce valeureux peuple ce que nous faisons. Parce que nous n'avons pas les moyens de ceux qui sont en face de nous. Mais nous avons le courage que le peuple continue de nous exhorter à avoir. Donc, il n'y a pas à être grisé. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans cette décision de la criette, vous devez comprendre que c'est une décision politique. La condamnation de M. Sébastien Jabon est une condamnation politique. Mais nous devons pouvoir tirer le leçon de cela. Nous devons pouvoir comprendre que c'est une stratégie qui se déroule. Mais toutes les fois que nous avons l'occasion de le dire, nous le disons. Mais ils ne s'arrêtent pas. Ça ne les freine pas. Ça ne les stoppe pas. Ils continuent de dérouler le plan machiavélique de décapitation des acquis démocratiques, de décapitation de la République elle-même. Donc il faudrait que nous puissions ensemble comprendre que c'est une stratégie qui se déroule. C'est pensé par des hommes, c'est pensé par des femmes. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas un fruit du hasard. Donc cette criette, l'existence de cette criette est une existence juridiquement fondée, mais il faut comprendre que c'est un instrument politique. Si l'Assemblée nationale, pendant longtemps, a constitué le bras armé de ce régime, par le comportement de sa majorité, si l'Assemblée nationale était le bras droit, comprenez que la criette est le bras gauche. C'est que désormais, le régime en face a deux bras pour agir. Est-ce qu'il y a une possibilité de corriger la loi? Je finis rapidement en disant que ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Parce que ce qui se passe ici, ça s'est passé au Sénégal. Lorsque Macky Sall, opposant devant le bon Dieu au régime de Abdoulaye Wade, a pris le pouvoir, l'une des premières choses à faire, c'était d'écarter éternellement du pouvoir le fils d'Abdoulaye Wade. Et tenez-vous bien, la cour qui a condamné Karim Wade, ça s'appelle la criée. Seulement que le Sénégal n'a pas ajouté le mot terrorisme à la fin. Mais c'est la criée. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui se passe, c'est une occasion, c'est une opportunité pour le régime d'écarter tous ceux qui peuvent parler. De mettre loin tous ceux qui peuvent agir. Et de mettre hors d'état de nuire, comme ils le disent eux-mêmes, tous les citoyens qui ont encore le courage dans ce pays de parler. Mais nous disons que il est impossible de remettre en cause les fondations de notre République
issu de la conférence des forces vives de la nation de février 90. Quand on voit le contexte, on vous écoute, on n'a pas l'impression que quelque chose puisse être corrigé de sitôt. Non, la correction, elle appartient à chacun d'entre nous. Non, je parle d'abord de la criette. Est-ce qu'on peut remettre les choses en place, les insuffisances la remise des choses en place, c'est que chacun puisse jouer son rôle. Parce que, n'oubliez pas que la quasi-totalité des dictatures ou des tyrannies sont d'abord légales. La plupart des dictatures ou des tyrannies se basent sur des lois. Donc ce n'est pas parce que quelque chose existe par la force de la loi que c'est une bonne chose. Et cela ne vient pas de moi. Montesquieu l'a dit il y a de cela des centaines d'années en arrière. Montesquieu disait qu'il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on peut exercer à l'ombre des lois et avec les couleurs de la République. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le régime se donne les moyens d'agir avec une majorité mécanique à l'Assemblée nationale. Donc, cette criée qui existe aujourd'hui, parce que ceux qui sont en face souhaiteraient que plus personne ne puisse broncher en République du Bénin, ont décidé de mettre sur pied une cour qui désormais va faire taire tous ceux qui auront le courage de parler en République du Bénin. Vous savez, la stratégie, elle est très claire. Soit on vous fait un redressement fiscal, soit on vous conduit en prison, ou soit on vous pousse à l'exil. Mais c'est la stratégie, elle est très claire. Mais ce n'est pas une stratégie nouvelle. C'est une stratégie qui a existé au temps des plus grands tyrans de cette terre. C'est une stratégie qui a existé au temps des plus grands dictateurs. Donc ce qui se passe aujourd'hui en République du Bénin, c'est de la tyrannie pure et simple. C'est de la dictature. Il n'y a pas d'autre expression pour l'exprimer. Il faut que nous puissions avoir le courage de dire que ce que la criette fait, c'est ce que la Stasi a fait sous Hitler. C'était ce que Staline faisait avec le goulag. Quand vous n'étiez pas d'accord avec Staline, Staline vous envoyait en pleine Sibérie, dans le goulag, où vous avez moins 30 degrés, où des gens mouraient en masse. Quand vous n'étiez pas d'accord avec Hitler, la police politique de Hitler, c'était la Stasi qui venait vous chercher. Donc aujourd'hui, la réunification de la police et de la gendarmerie, mais écoutez, c'est pas loin des pratiques que nous avons connues par l'histoire. Donc ce qui se passe aujourd'hui en République du Bénin, chaque enfant, chaque fils, chaque fille de ce pays doit comprendre que nous devons pouvoir dire non. Nous devons pouvoir dire à ceux qui sont en face de reculer. Parce qu'ils sont en train de dépasser les bornes. Ils sont en train de franchir les limites qu'il ne faut pas franchir. La constitution de la République du Bénin dit, la constitution de février, de décembre 90 dit, aucun enfant de ce pays ne doit être poussé à l'exil. Nous avons tous le même droit. Et personne ne doit être poussé à l'exil. Ce qui s'est passé le jeudi dernier, lisez avec moi. Quand on empêche aux avocats de prendre la parole, quand on refuse que les avocats puissent s'exprimer, quand le juge va jusqu'à dire son lieu de provenance en République du Bénin, je suis de telle région, comme pour menacer ceux qui sont en face de lui. Et contre Venge Maré, on proclame, on donne le verdict de 20 ans d'emprisonnement, de 5 millions d'amendes, et on lance un mandat d'arrêt. Nous sommes désormais dans une république tyrannique. Et chacun doit pouvoir prendre ses responsabilités. Oui. Guy Tokwe, vous qui êtes de l'opposition n'a-t-elle aucune responsabilité dans ce qui arrive? Non, ce qui se passe aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Arrêtons de voir dans ce qui se passe aujourd'hui une opposition moribonde. Et c'est l'occasion pour moi de saluer tous ces députés de la minorité parlementaire. Je fais une salutation particulière à chacun d'entre eux, individuellement pris, parce que je sais ce que nous vivons. Nous sommes martyrisés, on refuse de nous donner la parole. Il n'y a pas encore 2 semaines, lorsque le député, président du groupe parlementaire, Noureno Achari, a décidé de faire une déclaration à la tribune du Parlement, le président de l'Assemblée nationale a purement et simplement refusé de lui donner la parole. Et j'ai vu des députés dans cette Assemblée nationale dire, oui, monsieur le président, c'est ça le pouvoir. C'est ça, il faut exercer le pouvoir. Et j'ai vu des hommes rire, j'ai vu des individus, j'ai vu des députés rire. Et je me suis insurgé. Et j'ai refusé. Et j'ai dit que quand on continue de faire ce qu'ils sont en train de faire, à un moment donné, nous n'aurons plus d'espace pour reculer. Ils sont en train de nous pousser dans un coin de l'espace. Et à un moment donné, nous n'aurons plus d'espace pour reculer. Si nous n'avons plus d'espace pour reculer, alors, vous comprenez avec moi que nous allons aller de l'avant. Parce que nous allons refuser de nous écrouler. Si nous n'avons plus d'espace pour reculer, nous allons les affronter et nous irons en face d'eux. Il n'y a pas moyen. La Constitution nous donne ce droit. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas que l'opposition moribonde. C'est qu'on est en train de
plumer cette opposition. On est en train d'arracher une à une les plumes de l'opposition. On est en train de dépiécer l'opposition. Quand vous prenez l'ancien ministre, comme écoutez, aujourd'hui il est en exil. Vous prenez Liadi Soglo, aujourd'hui il est en exil. Jonathan Agosou Valentin, que je salue de tout cœur pour sa bravoure, justement, pour quand ce on parle travail. des clients de la Criette, les clients politiques de la Criette, on parle de Valentin Agosou Jonathan. Est-ce que vous avez de ces nouvelles? Non, vous savez, je disais tout à l'heure qu'il faut les saluer. Et on vient de grandir le rang des exilés. Il en fait partie. Avec le cas. Jonathan Agosou Valentin m'a été poussé à l'extérieur. Il faut voir le courage de dire la chose. Tout le monde peut aller à l'extérieur. Est-ce qu'il peut revenir? Il est poussé à l'extérieur. Je ne peux pas m'exprimer. Ça... Je ne peux pas m'exprimer de manière plus claire que ce que je suis en train de dire. Monsieur, l'honorable Jonathan Agosou est poussé à l'exil. Il est poussé à l'exil. Son exil est un exil provoqué. Parce qu'il est dit que s'il revient, l'avion n'avait même pas encore atterri qu'on va l'accueillir. Donc, c'est des choses que vous devez pouvoir comprendre avec moi. Et je continuerai de dire à ce valeureux peuple, c'est pas tout le temps qu'on attend. Parce qu'on a l'impression que, en République du Bénin aujourd'hui, le peuple attend. Le peuple dit, nous voyons ce qui se passe. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Mais il y a un carrefour sur lequel nous les attendons. Nous les attendons au carrefour des élections. La Constitution nous donne le droit de dire, on n'est pas obligé d'attendre le carrefour des élections. Mais il faut désormais dire à ce régime de reculer. Parce qu'il commence à trop avancer. Quand vous écoutez, on a l'impression que vous êtes sans moyens face à ce grand exercice qu'est le pouvoir de Patrice Talon et vous appelez le peuple à l'aide. Mais nous travaillons pour le peuple. Quand vous dites que nous appelons le peuple à l'aide, c'est le peuple qui nous a mandatés. Nous ne sommes que des représentants du peuple. Vous avez été mandaté par les urnes. Par le truchement du peuple. Le peuple a agi. Le peuple s'est activé. Le peuple est sorti des genoux et allé aux urnes, nous a mandatés. Donc ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut pas remettre en cause la liberté des uns et des autres. Et je vais vous dire quelque chose de fondamental. Vous savez, lorsque on a cheminé vers la fin des travaux de la conférence des forces vives de la nation de février 90, ce peuple a reçu deux choses. Ce peuple a reçu une nouvelle république qui a consenti l'amnistie envers un certain nombre d'acteurs politiques. Mais ce que ce peuple a reçu de fondamental, c'était désormais la liberté. La liberté que chacun puisse s'exprimer, la liberté que chacun puisse agir sans enfreindre à la liberté de l'autre. Mais ce que le pouvoir en face aujourd'hui propose, c'est, je vous promets le développement. Un développement d'ailleurs hypothétique, qui, pratiquement 3 ans d'exercice, nous ne voyons aucune lueur d'espoir par rapport à ce développement tant prôné. Mais en retour, ce régime dit, je vous donne, je vous accorde le développement. Mais en retour, je vous retire la liberté. Et je disais tout à l'heure, j'ai cité Montesquieu tout à l'heure, en disant que les grandes tyrannies, les grandes dictatures agissent par le truchement de la loi. Donc, beaucoup de lois sont confectionnées aujourd'hui, sont d'abord cuisinées au niveau de l'exécutif, transférées à un groupe de députés, c'est-à-dire des propositions de loi, des projets de loi qu'on présente comme des propositions de loi. C'est d'abord là la corruption de la loi, c'est la fondation de la corruption des lois votées depuis un certain moment au sein de l'Assemblée nationale. Donc, une fois que la loi votée est une loi corrompue, comprenez avec moi que son usage ne sera pas en faveur du peuple. Donc, des lois ont été votées et ces lois-là aujourd'hui empêchent les citoyens de pouvoir s'exprimer. La loi sur le renseignement, la loi sur les collaborateurs externes, la modification du code du travail, la modification du code électoral, la modification du code pénal. Le code pénal aujourd'hui en République du Bénin qui empêche tout regroupement. Nous ne sommes pas dans un régime de déclaration de rassemblement. Nous sommes dans un régime d'autorisation de rassemblement. Nous sommes plutôt dans un régime de déclaration de rassemblement et non dans un régime d'autorisation de rassemblement. Mais dans le nouveau code pénal, cela est remis en cause par rapport au rassemblement. Quand vous prenez le code électoral, des choses incongrues, des choses qui viennent d'une autre planète sont insérées dans ce code électoral. La question des fameux 10%.
la question de justice fiscale, la question des 250 millions. Mais toutes ces modifications, parce qu'on voudrait se créer sa propre république, et cette création a échoué le 4 avril 2017. Et le 5 juillet 2018, cette nouvelle tentative, je finis rapidement, le 5 juillet 2018, cette nouvelle tentative a une fois de plus encore échoué au Parlement. Et comme ces différentes tentatives, ces différents assauts menés contre notre constitution ont échoué, alors on dissèque ce projet et on fait introduire ces velléités sous forme de loi ordinaire, afin de pouvoir continuer d'embrigader ce peuple, afin de pouvoir continuer à gérer ce peuple comme si nous étions dans un système tyrannique. Mais nous refusons la tyrannie. Et je vous disais tout à l'heure, je reviens là-dessus, en disant que ce peuple doit pouvoir prendre ses responsabilités. Parce que lorsque les uns et les autres sont en train d'être conduits en prison, aujourd'hui vous avez des prisonniers politiques en République du Bénin. Laurent Métagnon est un prisonnier politique. Sabi Korogodi est un prisonnier politique. Même mon cher Atao Henoko Mohamed est un prisonnier politique. Vous avez des exilés. La Constitution en République du Bénin a refusé cela. Et il est de notre rôle, il est de notre devoir de dénoncer cela. Et je dis que lorsque nous dénonçons cela, nous insistons là-dessus, en disant à ce régime, il est temps de reculer. Nous ne permettrons plus que le régime puisse continuer d'avancer comme du couteau dans du beurre, en décapitant au vu et au su de tous nos acquis démocratiques, les fondations de notre République. Parce que la République, ce n'est pas au Bénin que la notion de République a été inventée. La démocratie, ce n'est pas au Bénin que la notion de démocratie a été inventée. Nous avons hérité aussi bien de la démocratie que de la République d'autres pays, d'autres nations. Et il y a des règles qu'on respecte en République, il y a des règles qu'on respecte en démocratie. Guy Mintokwe, je semble encore une fois lire dans vos propos un appel au peuple quand vous parlez de responsabilité. Avril, mai prochain pour les législatives, c'est trop loin pour vous? Non, mais qu'est-ce que vous appelez avril, mai prochain? Ce qui se prépare, je vais vous dire, ce qui se prépare aujourd'hui en République du Bénin, c'est un passage en force. Parce que lorsque le régime lance des sondages avec des instituts crédibles de sondage, et que le premier sondage donne moins de 15% en faveur du régime pour les prochaines élections, et que le deuxième sondage, qui est un institut crédible, donne moins de 20% des élus au régime en face, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on essaie d'empêcher que le jeu se poursuive. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'ils avaient échoué le 5 juillet dernier pour la deuxième tentative de la révision de la Constitution au Parlement, j'ai vu des députés s'égosiller au sein de l'hémicycle en disant « Nous irons au référendum. Nous irons au référendum. » Mais pendant ce temps, le peuple nous disait « Calmez-vous, laissez-les venir au référendum. » Mais ils ont tâté le terrain. Et ils ont compris que c'était un référendum qui sera en leur défaveur. Ils ont trouvé des alibis en disant que le référendum reviendrait très cher et que si la modification n'a pas pu être faite au sein de l'hémicycle, alors il faut sursoir au référendum. Donc c'est une fuite en avant. Pour les prochaines élections, ils ont déjà les informations plus crédibles que ce que vous et moi nous avons. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut empêcher que le jeu se déroule. Il faut empêcher que certains acteurs puissent avoir la possibilité de se présenter aux prochaines élections. Et ça, je vous l'ai dit. Le jeu se déroule, c'est ne pas organiser les législatives ou ne pas avoir de compétiteurs en face. Non, mais mettez dans le panier tous les schémas. Parce que ce qui se profile à l'horizon, c'est que tous les schémas sont désormais possibles. Parce que rwandariser le Bénin, mais nous sommes déjà dans la rwandarisation du Bénin. Nous sommes en paix dans la rwandarisation du Bénin. Il appartient aux fils de ce pays, aux filles de ce pays, de prendre leurs responsabilités et de dire que nous n'accepterons pas des forcings. Ce qui se passe, ce sont des forcings. Quand vous voyez l'attitude des magistrats lors du procès du jeudi dernier, c'est qu'on a l'impression qu'ils se disent il n'y a rien en face. Il n'y a personne en face. Il n'y a personne en face, on peut continuer. Donc, nous devons pouvoir les dire, non seulement il y a des personnes en face, il y a une porte, la maison n'est pas sans porte, mais non seulement il y a une porte, mais il y a une clé. Non seulement il y a une porte, mais il y a une clé. Donc on ne peut pas rentrer comme ce qu'ils sont en train de faire. Et il faut les dire que nous sommes dans une république. Ils n'ont pas inventé la république. Ils n'ont pas non plus inventé la démocratie. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le Parlement a été complètement vassalisé, complètement à la merci de l'exécutif.
les magistrats qui résistaient, il a été plané au-dessus de la tête, l'épée de Damoclès de la radiation. Il a été dans la foulée créer une criette qui devient un autre bras armé afin de pouvoir frapper. Donc, l'âme de la radiation, l'âme de l'exil, l'âme de l'emprisonnement, l'âme de l'impôt. Donc, nous devons pouvoir expliquer aux populations que ce qui se passe, ce n'est pas la République héritée de la conférence des forces vives de la nation. C'est une autre République. Nous sommes dans une autre République sans que la Constitution n'ait eu sans qu'il n'ait eu le temps de changer la Constitution. Ils ont créé leur propre République. La République issue de la conférence des forces vives de la nation de février 90 est une République dans laquelle les droits des uns et des autres sont des droits à respecter. La République dans laquelle nous étions, parce que nous avons dit aux différents présidents, souvenez-vous, lorsque le président Mathieu Kérékou finissait son mandat et que le président Yahi Boni devait arriver, le peuple était à la recherche de quoi? Le peuple a exprimé son vote en 2006 pour le président, le candidat Yahi Boni, parce que le peuple était un peu fatigué des politiques. Le peuple se disait, mais écoutez, nous avons la stabilité politique, nous avons la liberté, mais nous n'avons pas encore le développement. Allons chercher un développeur. Le président Yahi a fait ce qu'il pouvait faire. Nous étions là pour lui dire, quand il a mal fait, pour dire qu'il a mal fait. Et quand il faisait bien, de dire qu'il peut faire mieux. Mais lorsque le président Yahi Boni s'en allait, le peuple dit, le développement que j'ai tant recherché, je ne l'ai pas encore. Mais je continue d'avoir ma démocratie, je continue d'avoir ma liberté. Je suis encore à la recherche d'un développeur. Le peuple n'a jamais remis en cause sa démocratie, la qualité de sa démocratie. Le peuple n'a jamais remis en cause la qualité de la liberté des uns et des autres. Mais le peuple est à la recherche d'un développeur. Mais nous avons jeté notre dévolu sur le candidat Patrice Talon. J'étais de ceux qui ont sillonné nos localités, nos campagnes, nos villages, nos villes, pour dire qu'il faisait partie des meilleurs. Pour ne pas dire qu'il était le meilleur. Et le peuple dit, si c'est lui qui peut nous apporter le développement, si c'est lui qui peut nous garantir que chaque Béninoise et chaque Béninois puisse avoir un meilleur niveau de vie, alors prenons-le. À 65%, le peuple a voté. Mais nous rappelons que le peuple n'a jamais dit qu'il faudrait remettre en cause la liberté, qui est un principe, laissez-moi terminer s'il vous plaît, qui est un principe cher à notre peuple. Mais lorsque le président lui dit, moi je vous promets le développement, mais en retour je vous prends vos libertés par de nouvelles lois. Et le peuple a dit non par le touchement de la minorité parlementaire. Donc, je viens ce matin réinsister, avouer à nouveau que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Je viens dire ce matin que ce qui se passe n'est plus de la démocratie. Ce qui se passe en République du Bénin désormais, et écoutez, acceptez avec moi que c'est de la tyrannie. Nous serons là, nous refuserons, et comme je vous l'ai dit, toutes les lois corrompues qui passent par la majorité parlementaire seront des lois décriées. Guy Mitokwe, en attendant, nous sommes toujours dans le processus démocratique, ce processus qui a commencé depuis 1990, et les prochaines législatives, eh bien, c'est, comme je le disais, en avril prochain. Dans votre intégrité, je veux parler de l'opposition, vous étiez timoré, vous ne réagissiez pas comme on voyait la force en face. Désormais, il y a quelques-uns d'entre vous qui sont en exil. Que pouvez-vous sans Valentin Agosso Dianontin, que pouvez-vous surtout sans Sébastien Germain Adiavon? Non, c'est même le lieu de le dire. Je voudrais dire à ceux qui nous gouvernent actuellement de reculer. Je voudrais leur demander de reculer. Parce que c'est une entrave aux lois de la République. On a l'impression que vous c'est une transgression. C'est une transgression. D'un ton martial, non, je voudrais insister sur un fait. Parce que nous ne sommes pas en train de jouer. Il s'agit de la République. Il s'agit de la République. Il faut permettre que ce pays puisse continuer de fonctionner dans la paix. Lorsque c'est l'exécutif même qui commercialise la peur, lorsque c'est le pouvoir lui-même qui vend la peur, qui fait la promotion de la sinistrose et qui fait la promotion de la psychose,
il faut lui demander de reculer. Le rôle de l'exécutif, c'est pas de faire peur au pays. Le rôle de l'exécutif, c'est pas de commercialiser la sinistrose ou la psychose. Le rôle de l'exécutif, c'est de rassurer les populations. C'est de nous rassurer. L'exécutif n'a pas à nous vendre la peur. La commercialisation de la peur rentre dans l'effectivité d'un schéma de décapitation de l'opposition. Et nous refusons cela. Donc, je demande à l'exécutif de reculer. Lorsque nous constatons que toutes ces personnalités issues de l'opposition parlementaire et issues de l'opposition tout court sont aujourd'hui en exil, alors qu'il y a parmi ceux qui ont accordé je dirais, Suffrage? Non, pas le suffrage, ceux qui ont accordé aujourd'hui le support, si je peux m'exprimer ici, ou le accord à ce gouvernement, beaucoup qui sont des anciens ministres. Beaucoup ont été des anciens ministres. Quand vous prenez aujourd'hui Simplice Dessous, il est en exil. Vous prenez Sébastien Javon, il est en exil. Vous prenez Jonathan Gossou-Valentin, il est en exil. Vous prenez Kwame Kouché, il est en exil. Vous prenez Léa Soglo, il est en exil. Vous citez bien d'autres noms. S'ils ne sont pas en prison, ils sont en exil. Ou on a détruit leur empire financier, ou on a détruit leur structure financière. Nous disons, ce sont des pratiques que nous connaissons. Ce sont des pratiques qui nous ont été enseignées. Et ce sont des pratiques qui se voient sous d'autres cieux. Aujourd'hui, certains présidents font la pluie et le beau temps dans leur pays. Mais nous n'avons pas la même histoire avec ces peuples. Qui vous dit que ces peuples sont heureux? Qui vous dit qu'on peut marchander le développement et demander de faire un troc entre le développement et la liberté? Ça n'existe nulle part. Donc, je crois que nous devons, et vous avec moi, vous de la presse, même si une bonne partie de cette presse aujourd'hui a déjà fait le salam alek à ce régime. Les magistrats aujourd'hui ont peur de parler parce qu'ils se l'ont radié. Les avocats ont peur de parler. On leur ferait un redressement fiscal. Et ainsi de suite. Donc il n'y a aujourd'hui que les parlementaires qui se disent qu'ils peuvent parler parce qu'ils ont l'unité parlementaire. Mais là encore, d'autres sont pris. Même sans qu'on leur enlève leur immunité parlementaire. Oui, mais justement, quand vous parlez sur ce ton-là, est-ce que ce n'est plutôt pas le contraire de ce que vous affirmez? Vous avez quand même cette liberté encore de parler de manière menaçante comme cela. Non, vous voulez finir monsieur le journaliste, de votre collègue Atta, ou vous voulez finir en exil? Monsieur le journaliste, je vais vous dire quelque chose. D'abord, je voudrais préciser que je n'ai aucunement parlé de manière menaçante. Je ne souhaiterais pas faire partie de ceux qui commercialisent la peur. Je suis de ceux qui prônent la paix. Je suis de ceux qui ont décidé à un moment donné que pour l'image de la République, pour les valeurs qui ont toujours été les nôtres, je dois être en mesure de faire ce combat. Ce n'est pas un ton menaçant. Je ne fais que dire ce qui se déroule. Je ne fais que dénoncer ce que vous et moi nous constatons. Je n'ai menacé personne. Je n'ai encore fait d'outrage à personne. Mais je dis, même les parlementaires, je vous ai dit, je vous ai relaté ce fait. De plus en plus, nous n'avons plus la parole au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que, parfois, vous levez la main, vous demandez à faire une déclaration au public du Parlement, on refuse de vous donner la parole. Et quand on refuse de cette manière de vous donner la parole, il y a de ces députés aujourd'hui qui ont le courage de dire c'est ça, gérer le pouvoir. Non, je ne crois pas en cela. Répondez à la question. Qu'est-ce qui change avec les îles désormais de Sébastien Germain Adjavon? Qu'est-ce qui change à l'opposition? Non, la question n'est pas à focaliser sur la personne de Sébastien Germain Adjavon. Il faut voir la question d'une manière large. C'est vrai. Répondez à la question. Je réponds. C'est vrai que je me rabats sur cette citation de Martin Luther King. Une injustice appliquée à un seul individu est une menace contre tous. Une injustice infligée à un seul d'entre vous est une menace contre tous. Et pour l'instant, c'est d'abord l'opposition qui est vue. Oui, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, Sébastien Germain Adjavon vient d'être condamné par ce bras armé qui est la Criette. C'est une fois de plus la logique de décapitation de l'opposition et de l'opposition tout court. Donc, vous devez comprendre avec moi que il est parti, on vient de le faire sortir du pays. La question à se poser aujourd'hui est que qui est le suivant?
Justement, cela arrive à quelques mois, à quelques semaines des législatives. Est-ce que vous allez pouvoir vous remettre de ce coup-là? Comment vous allez Mais c'est quoi vous mettez dans l'expression se mettre d'eux? Non. Se remettre. Se remettre d'eux. Non. La question ici, c'est de savoir ceux qui sont en train d'agir tels que vous et moi nous constatons, quels sont les autres plans qu'ils ont? Il faut mettre dans le panier, je l'ai dit tout à l'heure, tous les autres plans machiavéliques. Ouais, juste là, vous n'avez eu de réponse à aucun plan. Si on vous écoute, on vous a écouté citer nommément tous ceux-là qui seraient en exil. Vous avez accusé le coup à chaque fois. Non. Quand vous dites que nous avons accusé le coup, c'est en cela j'insiste en vous disant que nous ne sommes pas des marchands de peur. Et vous êtes des consommateurs. Mais je vous ai aussi dit qu'à un moment donné, on n'arrive plus à reculer. Même quand on veut reculer. À un moment donné, on n'a plus le choix, on ne peut plus reculer. Même quand on veut reculer. Et je l'ai dit, quand je l'ai dit tout à l'heure, vous avez parlé de menace, ce n'est pas une menace. C'est que c'est de la logique. C'est du domaine de la raison. Vous attendez de reprendre des forces non, quand vous allez complètement être poussé à bout. Non, il n'y a pas de fragilisation possible. La logique aujourd'hui de la mouvance présidentielle, c'est la décapitation de l'opposition. Aussi bien l'opposition parlementaire que l'opposition tout court. Nous sommes en train de dire à notre peuple qu'à un moment donné, on ne peut plus reculer. Et nous disons, si tous ceux que je viens de citer aujourd'hui ont été réprimés politiquement, soit en prison, soit hors du pays, c'est que ce n'est pas encore terminé. Ils ont encore d'autres plans. Justement. Ils ont encore d'autres plans à mettre en exergue. Et nous disons que stop. Non seulement nous disons stop, mais nous continuons en disant, nous exigeons le retour de ces personnes qui sont sorties du pays. Avec l'exil désormais de Sébastien Germain Adjavon, beaucoup ont vu que le prochain sur la liste pourrait être votre leader, le leader du Parti Restaurer l'Espoir, candidat Zanaï. Ah bon? À vous m'informer. Je n'étais pas au courant. Vous ne vous êtes jamais posé la question, vous n'êtes pas inquiet? Non, moi je n'étais pas au courant que le prochain sur la liste est le président du Parti Restaurer l'Espoir. Je n'étais pas au courant. La seule chose que je sais, c'est que le président Zanaï suit les événements avec beaucoup de sérieux. Et préoccupé aussi, non? Préoccupé? Non. Je crois qu'il suit les événements avec beaucoup d'attention, beaucoup de sérieux. Et nous continuons de travailler. Le parti se réunit, les réunions du parti se déroulent très bien. Nous continuons de suivre l'actualité. Vous parlez un peu affligé quand même. Mais votre voix a changé. Non, mais écoutez, dans la dynamique de la communication, il y a des moments où le ton monte, il y a des moments où le ton baisse. Ce n'est pas de l'affliction. Ça dépend des sentiments qu'on évoque aussi. Non, pas forcément. Ce n'est pas de l'affliction. Ce n'est absolument pas de l'affliction. Je voudrais simplement insister sur le fait que les travaux se continuent, le parti travaille, mais c'est vrai que nous sommes préoccupés. Parce que cette préoccupation, c'est pas dirigé contre la personne du président Zanaï. La préoccupation que nous vivons aujourd'hui, c'est la décapitation de notre démocratie. C'est la remise en cause de l'état de droit. C'est la décapitation de la République elle-même. C'est préoccupant. Parce que lorsque vous êtes dans une République et que les choses se passent de cette manière, vous posez la question de savoir que nous arrive-t-il. Justement, est-ce à cause de ce que vous avez en face que le président de Restaurer l'Espoir s'est muré donc, dans ce silence depuis là? Ah, parce que vous pensez qu'il s'est muré? Non, je vous ai dit tout à l'heure que nous continuons de suivre la situation avec beaucoup d'attention. Parlons du président candidat Zanaï. Il poursuit ses activités quotidiennes comme tout le temps. Son agenda n'a pas changé. Donc, il est effectivement préoccupé. C'est quoi ses activités? Il rencontre les femmes, il rencontre les jeunes, il fait quoi? Mais nous, le parti évolue, les activités du parti se poursuivent. C'est un parti qui vit. Le parti Restaurer l'Espoir aujourd'hui fait partie des partis les mieux structurés. Ce n'est pas de la prétention que de le dire. Nous faisons aujourd'hui partie des partis politiques les mieux structurés. Vous semez dans le souterrain? Non, quand je dis les activités du parti se poursuivent, les jeunes travaillent, les femmes travaillent, le président lui-même a son agenda, les membres du bureau travaillent. Donc, il n'y a pas de préoccupation, je sais pas, outre mesure. Oui, mais, Guy Mitokpe, sans langue de bois, vous savez que, eh bien, candidat Zanaï peut faire partie et pourrait faire partie, n'est-ce pas, des clients possibles à rechercher pour casser la stratégie de l'opposition. Oui, c'est en cela que je pose la question, même si ce n'est pas mon rôle dans ce studio.
de savoir quelles sont les raisons aujourd'hui qui pourraient expliquer que candidat Azanaï soit inquiété sur sa sécurité, sur sa liberté. Il est inquiété, c'est une réponse. Non, ce que vous dites. Non, c'est moi qui vous pose la question, puisque vous me posez la question de savoir est-ce que Azanaï ne serait pas sur la liste, et je pose la question de savoir quelles sont les raisons qui pourraient expliquer aujourd'hui que le président du parti Restaurer l'Espoir puisse être inquiété pour sa sécurité, pour sa liberté. Puisque c'est vous qui posez la question, répondez. Non, c'est pas celui qui pose la question qui répond. Allez, sans faire de c'est celui à qui on pose la question qui répond. Répondez. Non, moi, je vous ai répondu que, et ça, j'insiste là-dessus. Je suis quand même, le nom de l'émission, c'est sans langue de voix. Et vous l'aviez remarqué depuis un peu plus de 40 minutes maintenant, j'ai pas fait de fioriture. J'ai pas fait de... Qui apprécient. Non, quand je dis j'ai pas fait de fioriture, j'ai été sincère envers moi-même. Là, il me semble que vous faites de réserve, là. Non, c'est stratégique aussi. Non, je ne fais pas de réserve. C'est stratégique, on peut vous laisser continuer. On va à un autre sujet. J'insiste là-dessus. Il serait plaisant d'aller à un autre sujet, mais j'insiste là-dessus. Nous continuons les activités. Le président Zanaï continue les activités au sein du parti. Qu'en est-il de la réconciliation? Candidat Zanaï, Boni Yayi a annoncé, vous êtes sorti. Personne ne vous a rien demandé à annoncer ça en conférence de presse. Merci infiniment, monsieur le journaliste. Je crois que c'est une question que beaucoup de Béninois se sont posées. Je suis posé la question de savoir, mais c'est quoi encore cette histoire de réconciliation entre l'ancien président de la République, le président Thomas Boni Yayi et le président du parti Restaurer l'Espoir, candidat Zanaï. Je crois qu'il y a de cela un peu plus d'un an et demi. Il y a eu, à l'initiative des personnes elles-mêmes, une tentative de médiation. Donc cela ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu un certain nombre de personnalités de notre pays qui ont accepté de mener des démarches vers les deux personnalités que je viens de citer afin que ces deux personnalités puissent se réconcilier. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a de cela quelques années en arrière, plus précisément le 4 mai 2015, une tentative d'enlèvement ou d'arrestation du président candidat Zanaï. Donc la ville de Cotonou et d'autres localités du pays avaient été sérieusement secouées. Donc, il y a eu des Béninoises et des Béninois qui ont pris le risque de défendre la liberté, qui sont sortis dans les rues. Donc, pour le respect que nous avons pour ce peuple, pour le respect que nous avons pour ces Béninois et pour ces Béninoises, nous ne pouvons pas placarder à les yeux que l'ancien président de la République, Thomas Boni Yayi, et le président du parti Restaurer l'Espoir se sont déjà réconciliés. Non. Il est de bon ton. Et pour le respect que nous avons pour ce peuple, qu'à un moment donné, que nous puissions sortir et que ceux qui ont suivi cette médiation au sein du parti Restaurer l'Espoir, c'est-à-dire les responsables au sein du bureau exécutif national, qui étaient tous présents à la sortie de l'hôtel Azalaï, et aussi les responsables du parti FCBE, et qui étaient aussi présents. Donc, il est normal que pour le respect que nous avons pour ce peuple, que nous puissions faire cette sortie et annoncer à ce peuple, informer ce peuple, qu'il y a une initiative qui a été menée afin que les deux présidents puissent se rencontrer et puissent décider de fumer le calumet. Mais c'est quand le bébé annoncé apparaîtra quand? Non, j'explique un peu, parce que je disais tout à l'heure qu'il y a de cela environ un an et demi. Mais ça fait plus d'un mois et demi également. Voilà, vous avez fait cette sortie-là, on ne voit rien toujours. Effectivement, il y avait de cela environ un an et demi. Donc, quand les deux personnalités ont donné leur accord de principe de se rencontrer, il est de bon ton que nous puissions annoncer cela pour le respect que nous avons pour le peuple. C'est vrai que dès que nous avons fait cette annonce, c'est allé dans tous les sens. Nous avons vu dans les journaux et les uns et les autres qui disaient Azanaï rejoint les FCBE, Restaurer l'Espoir rejoint les... Non, je voudrais insister là-dessus. Cette rencontre n'est pas d'abord la rencontre des partis politiques. C'est pas d'abord la rencontre des FCBE et du parti Restaurer l'Espoir. C'est la réconciliation. C'est la réconciliation de deux personnalités. L'ancien président de la République et le président du parti Restaurer l'Espoir. Et je vous rappelle les faits. C'est que le niveau du mercure était monté à un niveau donné où il fallait, pour le respect qu'on a pour ce peuple, de venir annoncer qu'il y a une initiative qui a été prise par des personnalités, afin que les deux se rencontrent. Et dès que nous avons fait l'annonce... Est-ce que c'est parce qu'ils ont tous en commun un même ennemi, le pouvoir actuel, Patrice Talon, pour ne pas le nommer? Est-ce ça qui a facilité la réconciliation? Non, d'abord, la première des choses, c'est que nous n'avons pas d'ennemis. Et je voudrais expliquer aux Béninois que en politique, il faut éviter d'avoir des ennemis. On peut avoir des adversaires à cause des points de vue. L'ennemi est externe au pays. Ceux qui attaqueront le Bénin seront les ennemis de notre patrie.
de notre pays. Ça, c'est pour la philosophie. Voilà. Non, c'est ce qui est. Et je vous explique rapidement pour vous dire que c'est vrai que le vécu était monté entre les deux, mais c'était des adversaires. Et aujourd'hui, la réconciliation des deux n'est pas d'abord par rapport au régime. C'est pas que les deux veulent se mettre ensemble pour combattre le régime. C'est pas d'abord ça. C'est que, j'insiste là-dessus, il y a eu des personnalités qui ont dit, est-ce qu'il n'est pas temps que ces deux fils du pays puissent fumer le calumet de paix? Vous insistez là-dessus parce que ça peut être objet de criette ou... Non, absolument pas, absolument pas. Absolument pas. J'insiste là-dessus parce que... Ou c'est parce que beaucoup voient que c'est cela? Non, j'insiste là-dessus parce que dans les commentaires, parfois ça va dans tous les sens. Et il faut restituer ce qui est. Donc, les deux personnalités ont donné leur accord de principe de se rencontrer. Et se rencontreront dans les jours qui viennent. C'est vrai qu'il y a eu un petit décalage de calendrier qui ne dépendait pas des deux. Donc, dans les tout prochains jours, les deux personnalités se rencontreront. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas d'abord la rencontre des partis politiques, mais des deux personnalités. C'est comme si c'était rencontré déjà, mais est-ce qu'une telle réconciliation va vraiment être sincère, vraiment sincère? Non, la sincérité, c'est d'abord une question personnelle. Et moi, je voudrais au passage saluer toutes les personnalités qui ont pris de leur temps pour mener cette démarche de médiation afin que les deux personnalités puissent se rencontrer. La sincérité, comme je l'ai dit, c'est d'abord une affaire personnelle. Mais je suis sûr d'une seule chose, c'est deux fils valeureux de ce pays. Mais c'est une affaire de personnalité. Est-ce que le pays en a besoin? Vous aviez besoin de faire cette sortie pour nous l'annoncer? Ah, vous pensez que le pays n'a pas besoin? Moi, je crois que le pays en a besoin. Il y a tellement de gens qui se querellent au quartier. Non, moi, je crois que le pays en a besoin parce que c'est quand même des personnalités. Il y a le président Yaïboni qui a été ancien président de la République, aujourd'hui président d'honneur des FCBE. C'est quand même une personnalité respectable de ce pays. Il y a le président et candidat Zanaï qui est le président du parti Restaurer l'Espoir et plusieurs fois ministre député dans ce pays, plusieurs fois député dans ce pays. Donc, vous comprenez avec moi quand même que c'est des personnalités qui... ont un impact assez considérable sur l'évolution de la politique de notre pays. Donc, on ne peut pas prendre cette initiative de médiation des deux de se rencontrer comme un fait divers, comme un fait de tous les jours. Il faudrait quand même que cela puisse être bien cousu et que cela puisse être bien présenté aux Béninois. Je ne sais pas si vous évitez de l'évoquer dans tout ce qu'on a entendu dire à l'annonce de cette réconciliation-là. Il y a encore une fois ce candidat Zanaï, une fois ici, deux fois là-bas, c'est va-et-vient là. C'est quand même la caractéristique également de la personnalité aujourd'hui. Non, je l'ai dit et je vais revenir là-dessus. Vous savez, on peut vous peindre comme on veut. On peut salir votre image comme on veut. On peut ne pas aimer la personne. Mais à un moment donné, il ne faut pas avoir une vie politicienne sur des choses sérieuses. Dites-moi dans ce pays, Monsieur Vigile, dites-moi dans ce pays, combien d'hommes politiques sont assez responsables de leur position, de leurs paroles et de leurs promesses? Lorsque nous étions en campagne, et là je vais vous faire ce témoignage, il y a un député qui est de la minorité parlementaire, qui continuait d'être député lorsque la campagne pour l'élection présidentielle de 2016 avait été lancée. Puisque souvenez-vous que les législatives étaient en 2015, donc l'Assemblée était déjà instaurée. Et dans les démarches, afin que des députés puissent épouser sa cause, le président Azanaï, qui était déjà député, avait approché ce député. Et lui avait dit, je te propose le candidat Patrice Talon. Mais je t'ai dit, puisque ce député est des FCBE, et le président Azanaï lui a dit, je lui accorde mon soutien. Mais si ce que nous nous disons, ce qu'il m'a dit que je te dis, afin que nous puissions lui accorder notre suffrage, notre soutien, si demain il ne respectait pas cela, je démissionnerai. Ce que je vous dis, je peux vous dire le nom de ce député. Mais justement, c'est un fait, donc dites le nom. Et c'est le député lui-même qui m'a relaté les faits. Il s'agit d'Idriss Oubako. Et j'ai dit de René Bagoudou plutôt. René Bagoudou. Du député René Bagoudou. René Bagoudou, l'ancien intendant. Voilà. Non, pas l'ancien intendant. L'ancien, c'est Adams Bagoudou. Ah, d'accord. De René Bagoudou, qui m'a dit, le président Azanaï m'a fait cette confession. Il m'a dit, soutiens mon candidat avec moi. Malheureusement pour lui, je n'ai pas pu accorder mon suffrage à son candidat.
Mais Guy, je te fais ce témoignage parce que quand il a démissionné le 27 mars, je me suis dit non, je rêve. Et je t'ai appelé afin que tu me donnes la confirmation de sa démission. Quand il m'a dit qu'il avait démissionné, j'étais ému. J'avais les larmes aux yeux. Parce que je me dis, des hommes comme celui-là, il n'y en a pas beaucoup dans ce pays. Il m'a dit, quand je ne serai plus d'accord, je démissionne. Il me l'a dit au cours de la campagne. Combien d'entre nous sont capables de le faire? Mais quand on le fait, c'est pour la République. Quand les gens disent ce qu'ils sont en train de dire, ceux qui le font, je finis rapidement. Ceux qui le font pourquoi? Ceux qui le font pour aller vers la marmite. Quand on dit celui-là, il est ici aujourd'hui, demain il est de l'autre côté. Ceux qui le font dans le pays que vous connaissez, ils le font pour quitter l'opposition pour la mouvance. Oui, mais candidat Zanaï a démissionné, pourquoi? Mais c'est ce que je vous explique aujourd'hui. Premièrement, quand on n'est pas d'accord, on dit non. Ensuite, c'est une responsabilité, c'est une question de responsabilité d'assumer quand on pense que à un moment donné, on n'est plus d'accord. Parce que, je vais vous dire quelque chose. C'est pour le principe, mais concrètement, il a démissionné. Non seulement c'est pour le... Non, nous avons assez largement évoqué les raisons de sa démission. Ça ne doit pas vous fatiguer de l'évoquer à nouveau. Moi-même, dans ce studio, j'étais largement revenu sur les raisons de sa démission. Je pense qu'on aura encore l'occasion de revenir là-dessus. Quoi? Deux choses. On n'était plus d'accord avec un certain nombre de choses. L'une des premières choses avec lesquelles on n'était pas d'accord, c'est les conditions dans lesquelles on devait réviser la Constitution le 4 avril 2017. On n'était pas d'accord. La démission était survenue le 27 mars, à quelques jours de la révision de la Constitution. Il n'était pas d'accord avec la manière par laquelle on poussait le dossier et la Constitution a été révisée. On n'était pas d'accord avec... Pourquoi vous voulez qu'on reste? Et je dis aux gens, ça c'est l'une des raisons, je peux vous citer encore d'autres raisons. Et je vais vous dire, si le président Azali ne démissionnait pas, il faisait partie des plus proches du chef de l'État. Il avait la possibilité de rester. On parle aussi de la gestion donc du ministère de la Défense avec des histoires d'achat d'armes. Ah bon, peut-être que ceux qui l'évoquent sont mieux placés pour le dire. Moi, les raisons officielles que je connais, c'est ce que j'évoque. Et je vous dis, si Azali ne quittait pas ce gouvernement, il avait la possibilité de continuer de rester. Personne ne le menaçait de le faire débarquer de l'équipe. Donc c'est une question de responsabilité. Quand on dit il est versatile, il quitte ici, il va là, non, précisons les choses. Inculquons ces valeurs à nos enfants. Inculquons ces valeurs à nos petits-enfants, à notre entourage. Nous avons un pays dans lequel chacun doit commencer à mettre en exergue l'intérêt supérieur du pays. Il faudrait que de plus en plus le Béninois puisse dire le Bénin d'abord. Parce que si le président Kani Azanaï avait dit Azanaï d'abord, croyez-moi, il serait encore dans cette équipe, il serait en train encore de bénéficier et de s'engraisser. Mais il a dit le Bénin d'abord. Et quand on dit le Bénin d'abord, on prend ses responsabilités. Et c'est ce que je vous dis. Le travail que nous faisons n'a pas de prix. Et là, je viens sur une question. Quand les gens disent que les jeunes sont manipulés, je dis c'est une insulte à la souffrance des jeunes. La manipulation ira jusqu'à quel point? Parce que c'est pour la manipulation que les jeunes ont décidé de prendre les responsabilités pour les différentes initiatives. L'initiative de Niki, au passage, je salue le camarade Korogone. Et je lui dis que la jeunesse est avec lui. Parce que c'est pour les beaux yeux de quelqu'un, c'est pour quelques miettes, quelques millions, quelques centaines de mille, que les jeunes font ce qu'ils font à Vida, ce qu'ils font à Porto Novo, ce qu'ils font à Banikwara, ce qu'ils font à Parakou, à Natitengu, à Perere, j'en passe. C'est pas pour de l'argent. Cette jeunesse n'est pas manipulée. Cette jeunesse, elle est excédée. C'est une jeunesse qui est à bout. C'est une jeunesse qui veut parler. Je sais le nombre de coups de fil que je reçois chaque jour. Des jeunes qui me disent, Guy Mitokba, viens nous entretenir. Et pour la petite anecdote, quand je parle de la commercialisation de la faim, de la peur, dernièrement, des jeunes d'une localité m'ont appelé, m'ont interpellé. Guy, viens nous entretenir. À la veille de mon déplacement, je reçois un coup de fil, on me dit, Joe, si tu vas là-bas, on va t'allumer. J'ai dit, on va m'allumer, ça veut dire quoi? C'est quoi? On est où? On va m'allumer, ça veut dire quoi? Mais laissez les gens tranquilles. Désormais, les jeunes ne sont plus libres de se réunir. Des hommes en civil viennent, intimident, parfois enlèvent, vont questionner. C'est la Stasi ou c'est quoi? On est où là? Donc je voudrais quand même qu'on puisse se parler, qu'on puisse dire que ça suffit. Il faut laisser les jeunes s'exprimer parce que ceux qui souffrent de ce que le pays va mal, ceux qui souffrent le plus de ce que le pays va mal, non, excusez-moi, ce n'est pas les plus âgés. C'est d'abord les jeunes. C'est d'abord ces jeunes diplômés qui n'ont pas d'emploi.
C'est d'abord ces jeunes qui sont encore à la charge des parents retraités. C'est d'abord ces jeunes qui courent les rues, qui courent les campagnes et qui sont désespérés. À Kandé Zanaï et son désormais futur ami Boni Yayi se réconcilier, mais pourquoi? Non, je l'ai dit. J'insiste là-dessus, que c'est une réconciliation qui n'est pas d'abord une initiative des deux personnalités. Non, je l'explique. Non. Je vous dis l'importance. Quel est l'agenda après? Non, l'agenda. Non, l'agenda, je vous l'ai dit, c'est que c'est d'abord une réconciliation. C'est une réconciliation. C'est pas d'abord la rencontre des deux parties, c'est la rencontre des deux personnalités. Mais n'oubliez pas avec moi que c'est deux personnalités politiques. Pour des activités politiques communes. Probablement, si les chemins se croisent, qu'est-ce qui empêche les deux parties de collaborer, de rester ensemble si les chemins se croisent? Mais d'abord, il faudrait solder. Il faudrait faire le solde du passé. Et pour faire le solde du passé, il faudrait que ces deux personnalités se parlent. Maintenant, si, dans le déroulement de la procédure ou du processus, les deux personnalités comprennent que les différentes parties doivent communier ou se mettre ensemble, nous aviserons les jours qui viennent. Est-ce qu'il est possible que les deux se mettent ensemble pour aller aux législatives? Je veux dire, une liste commune. Mais c'est une éventualité à ne pas écarter. Dans ce sens, c'est probable parce que je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas d'ennemis sur le plan national. Et nous avons en commun aujourd'hui un combat. D'abord, je voudrais préciser quelque chose. Ce qui a fait parler ou ce qui a remis en cause le dialogue entre les deux partis ou entre les deux responsables de partis, il y avait d'abord ces médiateurs, mais il y a aussi au Parlement que moi-même, député du parti Restaurer l'Espoir, et que je travaille de commun accord avec les députés restés fidèles à la ligne du peuple. La minorité a créé ça. Donc la minorité aussi a favorisé cela. Moi je travaille aujourd'hui, le président de mon groupe parlementaire aujourd'hui, c'est un député FCBE. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, au passage, je salue tous les députés de la minorité parlementaire qui travaillent dans des conditions aussi difficiles que je le sais. Est-ce qu'il faut attendre donc avec cette réconciliation que ça fasse naître donc une liste pour l'opposition et pour ce qu'on entend là, deux blocs pour le pouvoir? Non, d'abord il faut relever certaines incongruités. Allez-y. C'est quoi cette histoire de deux blocs? Deux blocs. Vous savez, ça m'a rappelé un ami la dernière fois, qui m'a appelé de Paris. Un ami avec qui j'ai fait le campus, qui suit l'actualité dans son pays. Il est aujourd'hui dans le domaine du pétrole à Paris. Il m'a dit, Guy, je suis l'actualité, mais il me semble qu'il y a un fait que vous n'avez pas bien vu. Et je lui ai dit, Joe, c'est quoi? Il m'a dit, non, j'apprends qu'il y a deux blocs qui sont dirigés par la mouvance. Mais au nom de quoi un seul président va diriger deux partis? Où sera la personnalité la plus influente de deux partis? C'est-à-dire un parti progressiste qui est la connotation d'une idéologie et un parti républicain qui est la connotation d'une autre idéologie. C'est-à-dire, il dit, un président va diriger la gauche et la droite. Il est au centre et il dirige deux partis. Mais c'est une incongruité. C'est pour cela que je dis, mais ils n'ont pas inventé la démocratie. Ce qui se passe en République du Bénin doit être remis en cause. Et nous les disons cela tout le temps au Parlement. Au nom de quoi on va demander à des patrons, à des présidents de partis, de signer un accord que les partis ne vont plus exister sur... Laissez-moi votre problème. Êtes-vous président de parti appelé à ça? Vous m'avez posé une question. Vous avez posé la question de savoir est-ce que l'opposition ira avec une liste et la mouvance avec deux listes. Et vous parlez des autres d'abord. Non, et je vous explique l'incongruité même du fait qu'on puisse diriger deux blocs. C'est-à-dire un président qui gère la gauche et qui gère la droite. Et je vous parlais de cet ami de Paris qui m'a dit, mais j'ai appris cette histoire et j'ai commencé à rire. J'ai dit, mais attends, je vais attirer l'attention de Guy là-dessus. Et je lui ai dit, mais Joe parle. Et il m'a dit, non, un président qui gère la droite et qui gère la gauche, et je sais que ce président était opérateur économique, mais ça me rappelle ce que les opérateurs économiques font quand ils sont dans un domaine. Quand ils sont dans un domaine et qu'ils ont des concurrents, qu'est-ce qu'ils font? Mais vous savez que le surnom du chef de l'État, c'est Agbono. Non, vous savez, ce que l'ami me disait, c'est quelque chose, franchement, de très pertinent. Et je voudrais que vous puissiez me permettre d'expliquer. Et l'ami dit
que dans le monde des affaires, quand vous avez des concurrents et que vous êtes plus puissants que les concurrents, soit vous les conduisez à la faillite et vous rachetez leurs entreprises, ou soit vous les obligez à rentrer dans leurs affaires et à prendre, à être actionnaire chez eux et après à les couler et à les faire fondre à vous afin de devenir plus puissants. Et l'ami me disait, mais Guy, est-ce que c'est pas ce qui se passe chez vous? Je lui ai dit, mais ça ressemble à ça. Parce que un président demande à des présidents de partis de signer, puisque dans le débat que Freddy Chebet a organisé le jeudi dernier, la question a été évoquée. Et un des députés a dit non, nous n'avons pas demandé aux gens de signer sur 20 ans, mais nous leur avons demandé de signer sur 10 ans. Donc on demande aux présidents de partis de signer, de renoncer à leur parti sur 10 ans. Et eux aussi, ils prennent le stylo bleu ou bien noir, et puis ils regardent la feuille, et puis ils signent que non, je ne vais plus exister sur 10 ans. Tu as pris quoi pour faire ça? Tu as pris quoi pour faire ça? Non, c'est une question que je pose. Je voudrais comprendre. Tu as pris combien pour faire ça? Non, je voudrais comprendre. Non, peut-être non. Vous êtes journaliste, vous êtes mieux introduit que moi, vous comprenez les choses. Je pose la question de savoir, quand au moment où tu es en train de signer là, tu as pris combien pour faire ça? Et puis les militants qui sont derrière toi, tu vas organiser un simagré de congrès et tu vas dire bon, mes militants, maintenant on fait comment? On est républicain ou bien on est progressiste? Maintenant vous pouvez répondre à la question. Non, je vais répondre. Et maintenant toi-même tu dis à tes militants, bon, désormais on est républicain ou bien désormais on est progressiste, alors que tu sais que par derrière tu as signé. Quand tu signais, tu as pris combien? C'est ça, je veux comprendre. Vous avez entendu qu'ils ont pris de l'argent? Bon, c'est la question, c'est moi qui ai posé la question. Moi je veux savoir, en signant tu as pris combien? L'opposition, elle fait quoi, elle? Donc j'explique d'abord le fait que ce soit incongru, qu'on vienne dire que... Il me semble que vous l'avez là. Je vais répondre. Il y a encore du temps qui reste. Je vais répondre. Non, je vais répondre. C'est-à-dire, je pose la question de savoir, quand un président dirige 2 blocs, les gens qui ont signé pour dire mon parti va plus exister sur 10 ans, ils ont pris quoi? C'est même pas affaire de combien, mais ils ont pris quoi? En signant là, ils ont pris quoi? Donc ça, je finis avec ça pour dire maintenant qu'au niveau de l'opposition, les discussions se poursuivent. Les discussions se poursuivent. Vous allez discuter jusqu'à quand? Après les législatives? Les discussions se poursuivent. Nous, au parti Restaurer l'Espoir, lors de la dernière sortie au siège du parti où on a lu un communiqué, j'ai expliqué au peuple que nous irons en congrès. Mais ce n'est pas un congrès pour dire je suis dans progressiste ou bien dans régressif, ou bien je sais pas, je suis dans républicain ou bien dans progressif. Non, c'est pas ça. C'est un congrès pour dire nous avons, au niveau du parti Restaurer l'Espoir, accepté de raser la base de nos membres fondateurs. C'est-à-dire? Nous allons exister en tant que parti. Nous avons pris à nos dispositions. Donc, les discussions avec l'opposition se poursuivent. Ça, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de maquillage. Outre. Est-ce que vous avez abordé cette question? Excusez-moi, vous avez abordé cette question. On dit que l'USN n'a pas de récépissé, la FCB encore non plus n'a pas de récépissé. Le bateau probable pourrait être celui de Restaurer l'Espoir. Est-ce que cette question a été évoquée? Est-ce que vous y pensez? Non, ce serait peut-être un peu prétentieux de dire que le seul parti qui se constituera sera le parti Restaurer l'Espoir. Ce serait un peu prétentieux de le dire. Mais je voudrais dire aux uns et aux autres que la loi a cité des critères pour exister juridiquement comme parti politique. Respectons ces critères, puisque cette loi a été déjà votée. Nous disons d'abord qu'il faut reculer sur ces questions. Mais à défaut, nous disons que nous allons essayer. Parce que lorsqu'on dit aux gens qui n'ont pas reçu les récépissés et qui ne recevront pas les récépissés, je dis aux uns et aux autres que désormais de mettre dans le panier qu'avec le régime en face, tout est possible. Tout est possible. Jusqu'aux choses les plus machiavéliques, tout est possible. Mais nous ferons l'effort afin que juridiquement, on ne puisse pas avoir grande chose à reprocher aux uns aux autres. Donc, je me résume sur la question en disant que l'opposition s'organise. L'opposition s'organise. Même si en face de nous, il y a une incongruité par laquelle on décide de demander aux gens de renoncer à leur parti, nous, on ne nous a pas encore demandé ça et je pense qu'on n'aura pas le courage de nous demander. Est-ce que vous pouvez finir aussi par 2 blocs ou aussi à l'opposition? Non, toutes les possibilités sont sur la table. Ce que vous devez d'abord saluer avec moi, c'est l'existence du dialogue au sein des membres de l'opposition.
l'opposition discute, l'opposition échange. Nous parlons entre nous. C'est déjà un fait à saluer. Maintenant, le nombre de... Je ne voudrais même pas m'exprimer en termes de blocs, parce que c'est une incongruité, cette histoire de blocs. Maintenant, le nombre de listes que nous ferons pour que l'opposition aborde ces élections avec beaucoup de sérénité, je pense que les jours à venir nous édifieront le mieux. Mais nous allons cette fois-ci laisser les auditeurs aussi poser leurs questions. Ils ont 2 numéros pour le faire, le 66 75 72 62 ou le 64 44 02 44. Nous avons déjà notre tout premier auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour Jean Coton. Salut. Bonjour Monsieur Coton, allez-y. Député Guy Mitopé, bonjour. Bonjour Monsieur Coton. Oui. À l'entame de cette émission, vous avez reconnu que ce qui s'est passé jeudi dernier est une parodie de justice, et j'en conviens. Tenez, lorsqu'on prend l'article 20 de la loi qui encadre la criette, qui demande de reverser les dossiers, les anciens dossiers de crimes économiques et autres infractions dans le champ d'application de la loi de la criette. Alors que l'article 16 de la Constitution qui dit « Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. » Point. Aucun citoyen ne peut être contraint à l'exil. C'est le premier alinéa qui m'intéresse surtout. La criette n'est nullement qualifiée pour connaître de l'affaire des 18 kg de cocaïne pure. Monsieur le député, en votre qualité de législateur, qu'est-ce que vous avez pu faire, ni vous, encore moins vos collègues de l'opposition, pour ne pas déceler ce conflit-là? Deuxième élément. Là, du croisé du préambule de notre Constitution qui me fait lire ceci. Au lendemain de cette conférence, nous, peuple béninois, réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime politique fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel, j'en passe. Affirmons solennellement notre détermination par la présente Constitution de créer un état de droit et de démocratie pluraliste dans lequel les droits fondamentaux de l'homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés, promis, ainsi de suite. Alors, et l'article 41 qui dit, en deuxième alinéa, qui reconnaît du moins son chef de l'État, oui, je vais vite, qu'il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale et du respect de la Constitution et des traités et accords internationaux. Que faites-vous pour amener le président de la République à répondre de tous ces actes de parjure sur l'antenne? Merci beaucoup. Deuxième auditeur, bonjour. Oui, Monsieur Virgile Aroncet, bonjour. Bonjour. Herman Maiton, j'appelle de Védocor, je dis bonjour à l'honorable Guy Tossou Mitopé. Bonjour Monsieur Maiton. Merci beaucoup. 3 préoccupations. La première. Oui. Parlant de la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, oui. Est-ce qu'il faut s'en prendre au procureur Gilbert Ulrich et au juge, ou bien aux députés qui ont voté cette loi dont la constitutionnalité a été validée par ceux-là qui ont à charge cette institution? Deuxième préoccupation. Aujourd'hui, il y a un débat que nous ne comprenons pas. Mais quand on fait recours dans le passé, on sait que des gens ont été jugés en présence de leurs avocats et non eux-mêmes. Il y a des exemples qui sont légion. Mais pourquoi cette fois-ci, on exige forcément la présence de quelqu'un? Est-ce que ces dispositions sont dans la loi de la CRIET? Là, moi, je n'ai pas lu tout le contenu, mais je voudrais savoir si c'est une spécificité de la CRIET. Troisième préoccupation pour finir, et ça, je le demande toujours, Monsieur Guy Mitopé, répondez-moi franchement, est-ce que le politicien connaît Dieu? Dieu est à part et la politique est à part. Le politicien n'a-t-il pas la crainte de Dieu, ou bien c'est deux choses différentes? Je vous remercie, c'était Herman Maiton. Merci, nous prenons le troisième auditeur. Bonjour.
Allô, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Allô, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, vous êtes en direct, bonjour. Oui, c'est Luc Manaounou, je vous appelle depuis Porte-Nouveau. Et je salue d'abord monsieur l'honorable Tosu Kimitokwe. Merci, monsieur. Monsieur le journaliste, monsieur l'honorable, Oui. nous sommes chez vous aujourd'hui. Nous pleurons. Je pleure. C'est un regret total pour nous jeunes aujourd'hui d'avoir choisi président alors comme président de la République. On ne le savait pas. On ne le savait pas. Nous pleurons. Aujourd'hui, le président Patrice Talon est venu détruire progressivement notre démocratie. Et on nous interdit aujourd'hui, nous jeunes, de parler. Et quand tu parles, on te prend. Quand tu parles, on te jette en prison. Vraiment. Mais il y a qui monte aux autres, bon, moi, à qui route l'eau. C'est présent à Davos, pour lui, est comme ça aujourd'hui. Nous, qui n'avons même pas de passeport. Où allons-nous? Comment nous allons exister? Comment nous allons rester dans le pays? Comment on dit, dans un état où la loi devient la justice, vraiment, monsieur le journaliste, monsieur l'honorable, s'il vous plaît, il faut dire que nous multiplions nos efforts pour que Président Patrice Talon ne gagne même pas le pouvoir jusqu'en 2021. On en a marre. Merci, monsieur Lukman Aounou. Bonne journée. Nous prenons le quatrième auditeur, Georges. Quatrième auditeur, bonjour. Oui, votre nom. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. C'est Didier Renaud de Sekandi. Didier Renaud, diminuez le volume de votre poste, s'il vous plaît. Oui, je pense que je me suis déjà éloigné. Voilà, on a bonjour. Bonjour, monsieur Renaud. Bon, écoutez, depuis un certain moment, surtout par rapport à cette affaire de criette, je ne sais pas si vous écoutez la population, mais nous sommes déçus. Nous sommes déçus parce que à chaque fois, au niveau de chaque sortie, chacun vient avec ses arguments. Et le peuple n'est pas dupe. Ma question, maintenant que la criette est créée, d'accord, elle s'est dit que c'est seulement pour la personne de Sébastien Diavon ou elle demeurera jusqu'après le mandat de Yahi. Si c'est le cas, ça veut dire que tous ceux-là qui sont aujourd'hui coupables de la corruption seront aussi jugés un jour. Parce qu'on parle de crime économique. Il y a plusieurs affaires. C'est juste une interrogation. Puisque aujourd'hui, vous êtes sur le plateau, vous êtes habilité à nous répondre. Ma deuxième question pour finir. Monsieur le journaliste et monsieur l'honorable, maintenant que tout ceci est fait, ne pensez-vous pas qu'il y a la main du chef de l'État forcément qui se trouve dans ce dossier, vu qu'il a encore les cartes à main qui peut mettre fin ou encore laisser ceux-là de continuer? Le peuple souffre. Nous regrettons, mais nous gardons espoir. Didier Fouinou, à la prochaine. Nous allons prendre le cinquième et tout dernier auditeur. Bonjour. Bonjour, vous êtes en direct. Bonjour. Oui, votre nom. C'est Clément Setonji. Oui, allez-y, monsieur Setonji. Oui, il y a un adage dans notre dialecte. Nous cantons souvent, mais il nous dit de l'être notre diacre. Comment? Et Azanaï, si on va aux côtés de Yaïboni, c'est la meilleure solution de notre pays. Hein. La manière dont notre pays avance maintenant, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Est-ce que, d'après vous, Guy Mitokwe, oui, monsieur Satondi, est-ce que ça va aller maintenant? Puisque nous avons espoir sur vous. Nous vous adorons. Toutefois que vous prenez parole. Merci beaucoup, est-ce monsieur. Que vous pouvez passer partout, puisque chez nous maintenant, on n'a pas de gens comme vous, chez nous ici, à Temekoji. Et on en a besoin. Oui, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà ma préoccupation. On en a marre. Merci beaucoup. On en a marre. Merci à vous. À plus tard. Nous allons donc revenir dans ce studio et donner donc réponse à ces différentes préoccupations. Et c'est vous qui le faites, honorable Guy Mitokwe. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord remercier les auditeurs et auditrices qui ont quand même suivi avec beaucoup d'attention l'émission. Je voudrais commencer par la dernière intervention, celle de monsieur Setondi, qui pose la question de savoir s'il y a de l'espoir. Non, moi je crois qu'il y a de l'espoir parce que notre pays a une histoire. Et je l'ai dit, on ne peut pas demander à ce peuple désormais que je vous offrirai le développement, mais en retour je dois vous prendre toutes vos libertés.
Et je l'ai dit, ce développement, nous ne le voyons même pas poindre à l'horizon. C'est vrai que hier, nous avons appris qu'il y a eu des descentes. Je conclus que les pratiques qui avaient été condamnées sous l'ancien régime sont en train de reprendre de la peau. Et là, des descentes, quelles descentes? Des descentes du chef de l'État et certains de ses collaborateurs sur le terrain. Donc, je crois que c'est des pratiques qui, en son temps, avaient été qualifiées de populistes et qui sont reprises de belle manière. Il y a aussi que hier, un ami m'a envoyé sur un de mes comptes une image. Il m'a dit, mais Joe, je ne sais pas si tu as vu leur maquette du mois prochain. Et il m'a envoyé une image et j'ai vu une maquette. Il dit non, maintenant jusqu'aux élections, chaque mois aura sa maquette. Donc ça, c'est la maquette du mois de novembre. Et je disais, bon, c'est bon, ça donne... Vous êtes revenu encore avec votre histoire de maquette. Non, mais vous constatez avec moi que chaque mois a sa maquette. Et ça donne à manger quand même aux graphistes. Même si rien ne va dans le pays, les graphistes au moins auront à faire, ça mousse pour eux. Donc, il n'y a pas de problème. Parce que moi, j'ai vu la maquette de l'aéroport de Glo. J'ai pas encore vu les travaux qui ont débuté. J'ai vu la maquette des voies asphaltées. Même à l'entrée de la ville de Porto-Novo, on monte une maquette où on monte des voies asphaltées. J'ai pas encore vu d'asphaltage qui a commencé quelque part. Maintenant, la maquette du mois de novembre est déjà prête. Et on nous a envoyé cette maquette-là hier. Donc, je les félicite pour ça. Mais je voudrais dire à M. Setondi qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que j'ai dit que quand on condamne toute une corporation, il y a dans cette corporation nécessairement des personnes qui ont la crainte de Dieu. Et des personnes qui savent que ce qui compte, c'est d'abord l'humain, c'est pas d'abord le matériel. Donc, je prends un exemple. Quand on condamne peut-être le corps des docteurs, tous les docteurs ne sont pas pourris. Quand on condamne peut-être le corps des enseignants, il y aura quand même 1 ou 2 enseignants vertueux qui feront régénérer cette corporation. Quand on prend une corporation comme celle des magistrats, qui est une corporation en difficulté aujourd'hui, tous les magistrats ne seront pas à la merci du régime. Il y aura des magistrats qui permettront d'être encore du côté de la vertu. Donc c'est sur ces questions, je voudrais rassurer les uns et les autres qu'il y a de l'espoir. De cette même manière, aujourd'hui, le Parlement est complètement à genoux, vassalisé entièrement, totalement. Mais il y a encore des députés qui tiennent sur pied. Donc je voudrais rassurer les uns et les autres. M. Setondi pour dire qu'il y a de l'espoir. Il y a M. Renou qui disait la prière va-t-elle demeurer après? Je crois quand même que c'est une loi qui l'instaure. Donc je ne crois pas que elle ait déjà fini d'accomplir ce pourquoi elle est née. Donc nous allons suivre et nous allons continuer de prendre nos responsabilités à partir de maintenant. Vous le constatez ce matin, nous décidons de ne plus reculer. Et ça, je l'ai dit, nous décidons de le dire. Les jeunes s'organisent afin de ne plus pouvoir reculer et de parler. Nous voulons avoir la possibilité de parler. Il faudrait qu'on nous laisse la possibilité de parler. Si on n'avait pas parlé, l'alternance n'aurait pas lieu. Lionel Zissou n'aurait pas perdu si on n'avait pas la possibilité de parler. Malgré que ce soit le poulain du président hier qui était encore au pouvoir, on a eu la possibilité de parler. Qu'on ne nous empêche pas de parler. On doit continuer de faire les tours et de parler, d'expliquer ce qui se passe. De dénoncer, mais aussi de faire des propositions. Donc nous parlerons. La main de Talon n'est-elle pas dans le dossier question posée par M. Renou? Non, je pense que c'est suffisamment clair. Nous avons expliqué que c'est une loi effectivement qui est à la base de la création de la CREAT, mais c'est une loi corrompue. C'est une loi à dessein pour réprimer politiquement. Donc le camarade peut déjà, à travers cette réponse, comprendre que cette loi-là n'est pas une initiative des parlementaires, c'est une initiative de l'exécutif. Monsieur, Eman pose la question de savoir à qui la faute, si la CREAT, si ce sont les députés ou le procureur spécial. Non, je crois que tout au long de l'émission, j'étais largement revenu sur la question. Les députés, pour la gouverne du peuple, je voudrais expliquer qu'il y a 62 députés aujourd'hui qui ont fait allégeance au régime. Et il y a 20 députés qui ont décidé de rester debout. Donc, au Parlement, il y a une loi qui l'emporte, c'est la loi de la majorité. Donc, quelle que soit l'attention que nous attirons, quelles que soient les sonnettes d'alarme, quelles que soient les propositions que nous ferons, nous ne pouvons que faire ces propositions. Parce qu'aujourd'hui, la majorité est du côté du régime. 62 députés ont déjà fait allégeance au régime. On ne peut pas faire autrement que de faire ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous sommes encore en démocratie. Donc, si c'est la faute
aux députés ou au procureur spécial, je voudrais dire que ce sont les députés, c'est la majorité, le BMP, qui a facilité l'existence de la criette. C'est même l'une des raisons pour lesquelles aucun membre de ce BMP n'est encore inquiété par cette criette. Parce qu'au sein de ce BMP, il y a des gens qui doivent pouvoir répondre devant la criette, mais qui n'ont pas encore répondu. Il y a de bons clients parmi les députés BMP. Excellemment bons, si je peux m'exprimer ici. Mais ils n'ont pas encore été inquiétés. Donc, le refus que les avocats puissent prendre la parole, non. Le refus que les avocats puissent prendre la parole au cours de ce procès du jeudi dernier rentre dans la logique de la caporalisation. C'est tout ce qui explique que c'est une parodie de justice. Donc, le verdict qui a été donné, c'est un verdict qui devait être donné. Que les avocats plaident ou pas, c'est un verdict qui devait être donné. Donc, il n'y a pas de... Monsieur Metton, vous devez comprendre avec moi qu'il n'y a pas de... Est-ce que le politicien connaît Dieu? Non, on m'a toujours appris que la politique et la religion ne font pas bon ménage. Mais j'explique. Chacun doit pouvoir vivre sa foi. C'est une question individuelle et personnelle devant son Créateur. Moi, Guido Soumitopo, je suis chrétien. Je dois me battre pour vivre selon ma foi. Est-ce que les politiciens ont la crainte de Dieu? C'est une question individuelle. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Chacun doit pouvoir vivre sa foi. Et savoir que... Est-ce que vous êtes déjà essayé à la réponse une fois? Si le politicien a la crainte de Dieu, mais moi je fais l'effort d'avoir la crainte de Dieu. Vous avez répondu en observant donc ce qui se passe autour de vous, parmi vos pères. Non, mais moi je fais l'effort d'avoir la crainte de Dieu. Je dis c'est un effort, effectivement. Si je ne faisais pas l'effort d'avoir la crainte de Dieu, il y a trop de facilité. Donc même ma posture est une posture qui répond aux exigences de ma foi. Parce que je ne peux pas m'adonner à tout. Donc, parmi les... Moi j'en connais. Parmi les hommes politiques, les acteurs politiques qui vivent leur foi. J'en connais. C'est un peu comme si vous posez la question de savoir est-ce que c'est tous les médecins qui font avortement. Ce n'est pas tous les médecins qui s'adonnent à l'avortement. Non, il y a des médecins qui sont intègres, qui ne feront jamais un curettage. Donc c'est ça. Donc maintenant, à monsieur Aounou, j'étais très ému tout à l'heure quand il avait pris la parole. Je voudrais lui dire que ce n'est pas le moment de se laisser aller. Je voudrais dire à M. Aounou beaucoup de courage, mais je voudrais lui dire que ce n'est pas le moment de se laisser aller. C'est le moment de rester debout. Parce que nous avons au sein de ce peuple une histoire. Nos aïeux ont résisté devant les colons, devant les négriers. Donc nous avons une histoire. Nous avons des ascendants qui nous ont donné l'exemple. Nous n'empêcherons personne de développer ce pays. Ce pays doit être développé. Mais en retour, nous ne permettrons à personne de nous promettre un hypothétique développement contre nos libertés. Nous n'accepterons pas de verser dans la tyrannie ou la dictature. Mais en retour, chacun doit de la sincérité, de l'honnêteté à ce pays, afin que ce pays puisse aller de l'avant. Donc, M. Aounou, je voudrais vous dire, gardez la pêche, ne vous laissez pas aller, le combat est encore loin. Et M. Couton qui a posé... Enfin, la question sur... j'ai vraiment aimé son intervention, comme toutes les autres interventions, mais particulièrement son intervention parce que je l'ai trouvé un peu plus fournie, et avec beaucoup de recherches. L'article 20 de la Criette et l'article 16 de la Constitution, je pense que c'est une contradiction. Parce que c'est cet article 20 de la Criette qui donne la possibilité au procureur spécial d'aller se saisir des dossiers dans les tribunaux et au cours. C'est même là la supercherie. C'est même là la supercherie qu'il faut dénoncer. Parce que là, c'est ciblé. C'est ciblé. C'est même là la tricherie. Et je vous ai cité Montesquieu tout à l'heure qui parlait, il n'y a pas de tyrannie plus dure que la tyrannie des lois. Et la corruption commence par la corruption des lois. Dès que la loi est corrompue et qu'elle est votée, elle met tout le monde sous le coup de la corruption. Et c'est une loi qui règle des comptes. Ce que le professeur Joël Aïvo, que je salue au passage, a cité, a parlé de lois drones. Les lois drones, ça dit c'est des lois qui ont été créées pour cibler des gens. C'est des lois qui ont été créées, c'est un peu comme si on a mis dans la programmation des lois, bon, toi, on vient de te voter, il faut chercher cette telle personne. Et c'est des lois drones qui se promènent pour chercher la personne pour laquelle elles ont été votées. Donc, ce n'est que de la supercherie, c'est des choses à condamner. Et nous le condamnons tel que nous pouvons. Donc la criette n'est nullement qualifiée. Qu'est-ce que nous avons fait pour empêcher l'existence de la criette? Nous avons fait ce que nous pouvons en tant que minoritaire au sein de l'hémicycle. En tant que minoritaire, nous avons fait ce que nous avions à faire. Nous avons fait ce que nous pouvons faire.
Et nous continuons de le faire. Et comme je l'ai dit, nous continuerons de rester debout. Et nous disons aujourd'hui qu'à partir de cet instant, il n'y a plus à reculer. Nous demandons au pouvoir d'aller derrière un certain nombre de lignes. Et que cette démocratie n'est pas une tyrannie. Cette démocratie n'est pas une dictature. On ne peut pas, au nom de lois corrompues, martyriser, faire peur, faire la commercialisation de la peur, terroriser les populations. Donc, il faudrait que le pouvoir comprenne qu'il est temps que le pouvoir recule. Donc, nous insistons là-dessus. Et enfin, M. Couton qui a parlé du préambule de notre constitution, Monsieur Couton. Oui, M. Couton, oui. Qui a parlé du préambule de notre constitution qui est suffisamment violé. Je partage entièrement ce point de vue avec lui. Et je dis, c'est de notre rôle de ne pas accepter d'être chosifié, de ne pas accepter de rentrer dans cette compromission. Donc, moi j'insiste là-dessus. Il y a de l'espoir. J'insiste là-dessus. Tout n'est pas perdu. Nous sommes un peuple fort et nous continuerons de rester debout, de dénoncer, de faire des propositions afin que ceux qui aujourd'hui constituent les bourreaux de la démocratie, les bourreaux de la liberté, les bourreaux de la République puissent reculer. Justement sur la préoccupation de Jean Couton au sujet donc des articles 20 de la loi sur la criette et l'article 16 de la Constitution, vous, à la minorité, tout comme au BMP, tout comme à la Cour constitutionnelle, vous avez laissé passer l'incongruité, vous n'avez pas vu ça? Non, mais c'est ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Même quand des propositions sont faites... Mais vous n'avez pas fait d'amendement dans ce sens? Non, parce que sur un certain nombre de lois, nous avons déjà eu l'exemple. La quasi-totalité des amendements qui proviennent de la minorité parlementaire ne sont pas pris en compte. Parce que la plupart de ceux-mêmes qui votent cette loi, ces propositions ne viennent pas d'eux. C'est des propositions qui leur sont imposées. La plupart de ces députés n'ont même pas droit au chapitre par rapport aux amendements. Et quand c'est comme ça se corrige comment? Non, mais ça se corrige par leur fait. C'est à leur bon vouloir. Dernièrement, j'étais en train de traverser les couloirs du Parlement quand j'ai surpris deux de mes collègues en train d'échanger. Ils disaient non, mais écoute, le patron n'a pas accepté la proposition. Et je me suis dit, le patron n'a pas accepté la proposition. C'est qui le patron? Vous écoutez derrière les portes? Non, je passais. Moi, je partais aux toilettes, là. Je partais uriner. Et j'ai surpris deux collègues en train de discuter derrière la porte qui disaient non, le patron n'a pas accepté la proposition. Je dis, mais le patron, c'est qui le patron? La République, quand même, reconnaît un président de la République, un président de l'Assemblée nationale. Mais c'est qui le patron? Mais s'il y a un patron, c'est qui les employés? Eh bien, j'ai surpris deux collègues en train de se dire dans le couloir, le patron n'a pas accepté. Je dis, mais c'est qui le patron? C'est qui les employés? Guy Dossou, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Je voudrais, comme mot de fin, dire à ce peuple qu'il n'y a pas de raison de se laisser aller à la commercialisation de cette peur. Et que ce peuple a pour acquis sa démocratie et que pour ne rien au monde, nous allons accepter que cette démocratie puisse être décapitée. Et les promesses faites sur la base de maquettes ne peuvent pas quand même nous influencer à ce que nous acceptons le troc entre la démocratie et un développement qui ne vient jamais. Donc, je voudrais dire à ce peuple, à notre peuple, de continuer de rester debout et de travailler. Il n'y a que le travail qui libère les peuples. Il n'y a pas de miracle autre que le travail qui libère les peuples. Je salue au passage tous les députés de la minorité. À ceux qui sont à l'extérieur, je leur exprime toute ma compassion. Et je leur dis que le combat continue pour la consolidation de notre démocratie. À ceux qui sont en prison injustement, je leur dis que nous ne les avons pas oubliés. Nous ne serons jamais partisans d'un Bénin de xénophobie, de régionalisme. Nous ne faisons jamais cette promotion. Nous sommes pour l'unicité de la République, de la nation. Le Bénin est indivisible. Et nous continuerons le combat pour un Bénin plus fort. Guy Mitokpe, merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes député de la minorité, député élu du parti Restaurer l'espoir. Merci à chacun, merci à tous d'avoir été là. Edgar Nyankadia, Georges Kono ont assuré la réalisation technique de cette émission Sans langue de bois. C'est encore dimanche prochain. Merci.